Elle a été forcée de l'épouser. Un militaire froid, autoritaire, intouchable. Il ne croyait pas en l'amour, seulement en l'ordre. Elle est entrée dans ce mariage avec pour seules armes sa fierté et un cœur brisé. Mais derrière les murs de fer qu'il avait érigés autour de lui, quelque chose de dangereux attendait. Une fin qu'aucun d'eux ne pouvait nommer, une attraction à laquelle aucun d'eux ne pouvait résister. Que se passe-t-il lorsque l'homme qui possède votre nom commence lentement à posséder quelque chose de bien plus précieux? Si cette histoire a déjà touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous pensez que cela en valait vraiment la peine, cliquez sur le bouton «Ça en vaut la peine» et faites un don. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de proposer des récits qui touchent l'âme. Maintenant, dites-nous dans les commentaires d'où nous écoutez-vous dans le monde. L'ascenseur s'ouvrit au 14e étage et elle aura en sorti comme si elle avait un endroit plus important où aller. Le menton haut, un blazer noir parfaitement ajusté sur ses épaules, le genre de posture que l'on répète devant le miroir, jusqu'à ce que ça n'ait plus l'air d'une répétition. Le couloir était tout en gris feutré et dans ce silence particulier que les immeubles de luxe fabriquent exprès. Pas de musique, personne à un bureau pour lui offrir de l'eau ou un sourire. Juste le bourdonnement de la climatisation et le bruit de ses propres talons sur le marbre, nets et réguliers, comme si elle ne répétait pas déjà sa sortie. 6 heures à Washington, D.C., et elle détestait déjà. Elle avait passé 3 de ces heures au téléphone avec son père, la voix basse à l'arrière d'un VTC pour que le chauffeur n'entende pas. Elle avait pleuré derrière ses lunettes de soleil, changé de tenue 2 fois dans une salle de bain d'hôtel qui sentait l'eucalyptus et les décisions des autres. Rien n'avait semblé suffisant. Rien ne semblait être une armure. Et maintenant, elle se tenait devant une porte avec une plaque en acier brossé, Brendan Cole, affaires stratégiques, et sa mâchoire était si serrée qu'elle aurait pu se briser. Elle frappa une fois. Le genre de coup qui n'attend pas de réponse. Entrez. Une voix basse manchette. La voix de quelqu'un qui n'avait jamais, pas une seule fois, été pris au dépourvu. Elle poussa la porte. Pas de médailles sur les murs, pas de distinctions encadrées, pas de drapeau pressé derrière une vitre comme une relique. Juste des lignes épurées, du bois sombre et des fenêtres qui allaient du sol au plafond. Toute l'étendue grise de la ville s'étalait derrière lui, comme s'il l'avait commandé là. Et lui, assis derrière le bureau, les mains croisées et les yeux déjà sur elle, la regardant traverser la pièce avec une immobilité qui lui donnait l'impression inexplicable que l'air s'était raréfié de 2 degrés. Elle avait cherché Brendan Cole sur Google, l'avait étudié comme on étudie la météo avant un long trajet en voiture. Non pas parce qu'on pense pouvoir l'arrêter, mais parce qu'on veut savoir ce qui nous attend. Son grade, son dossier, les 3 distinctions qui n'avaient jamais figuré dans sa biographie officielle. Ce qu'Internet n'avait pas mentionné, c'était sa façon de regarder les gens. Pas avec intérêt, pas avec la suffisance particulière à laquelle elle s'était préparée. Juste de la patience. Une patience calme et délibérée. Comme s'il avait déjà décidé qu'il pouvait l'attendre et qu'il était à l'aise avec le temps que cela prendrait. Il ne se leva pas, ne sourit pas. 2 doigts firent un geste vers la chaise en face de son bureau. Elle l'aura s'assit. Elle ne dit pas merci. « Vous savez pourquoi je suis là ?» dit-elle. En effet, une brève pause, comme s'il choisissait entre 2 versions de la suite. Je sais aussi que vous avez passé les 2 derniers jours à essayer de trouver un moyen d'y échapper. La chaleur lui monta rapidement à la gorge. Elle garda un visage impassible. Et vous, ne le feriez-vous pas? Quelque chose traversa son expression. Pas un sourire, loin de là, mais le fantôme d'un sourire. Apparu et disparu. Probablement, dit-il. Puis il ouvrit le tiroir du bureau et fit glisser un dossier vers elle, sans cérémonie, sans explication. Lisez-le avant de dire quoi que ce soit. Elle le prit. La pièce sentait le cuir, le bois de cèdre et ce genre de calme qui s'accumule dans les endroits où seules des choses sérieuses se décident. 17 étages plus bas, la ville faisait ce que les villes font. Indifférente, continue, inutile. Elle lut lentement. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle refusait de le laisser la voir se dépêcher. À la page 3, elle comprit la nature de l'accord. Mariage arrangé, 18 mois. Sa carrière protégée, la dette médicale de son frère, tout cela effacé. Chaque clause était précise et sans âme,
le langage dépouillé de tout ce qui pourrait être confondu avec un sentiment. Elle le relut quand même. Quand elle le reposa, il la regardait toujours. Bien sûr qu'il la regardait. Vous avez écrit ça vous-même, dit-elle. Mon avocat l'a rédigé. Vous avez choisi chaque mot. Il ne le nia pas, se contentant de dire « oui », comme si c'était le fait le moins intéressant de la pièce. Elle l'étudia un instant, la dureté de sa mâchoire, la façon dont ses épaules ne bougeaient jamais, ne se détendaient jamais, comme si la relaxation était quelque chose qui arrivait aux autres. Il y avait quelque chose d'épuisant dans son sang-froid. Pas intimidant exactement, plutôt comme se tenir à côté d'un mur et essayer de deviner ce qu'il était censé contenir. « Qu'est-ce que vous y gagnez ?» demanda-t-elle. « Au-delà de l'évidence, ce n'est pas pertinent pour votre décision. Ça l'est si je dois y apposer mon nom. » Ses yeux croisèrent les siens, sombres, illisibles, pas méchants. « Dernière page, dit-il. » Elle s'y reporta. La clause de dissolution. Droit de sortie comblé à 18 mois. Pas de pénalité, pas de condition. Propre. Elle la lut 2 fois et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas du soulagement, exactement. Plutôt le malaise particulier d'être comprise par quelqu'un que vous avez décidé de ne pas croire. Il lui avait écrit une porte de sortie avant même qu'elle n'en demande une. Elle attrapa le stylo. Il attrapa le document au même moment. Leurs doigts se rencontrèrent au coin de la page, à peine, juste un contact fugace, et il retira sa main. Pas rapidement, pas surpris. Lentement et délibérément, de la manière dont on se retire de quelque chose que l'on a enregistré et choisi de ne pas nommer. Elora signa sans lever les yeux. Quand elle leva les yeux, il était toujours là, à la regarder, sans rien laisser paraître. « Bienvenue, dit Brandon. Un seul mot. Ton neutre. » Mais l'air dans la pièce était différent maintenant, plus lourd, chargé de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait cherché. Et le silence qui suivit ressemblait moins à du vide qu'à une respiration retenue avant que quelque chose d'irréversible ne commence. Le manoir apparut au bout d'une route privée étroite, comme quelque chose qui avait décidé il y a longtemps de ne plus attendre de visiteurs. Façade en pierre, hautes fenêtres captant la lumière plate de l'après-midi. Des chênes des 2 côtés, vieux et aux troncs épais, leurs branches s'étendant sur la voie d'une manière qui semblait moins être de l'ombre qu'un avertissement. Elora le regarda apparaître par la fenêtre passager du VUS de Brandon et ne dit rien, car il n'y avait rien à dire qui ne sonnerait pas exactement comme ce que c'était. Une femme essayant de se convaincre d'accepter quelque chose qu'elle avait déjà accepté. Il ne combla pas le silence. Il ne le faisait jamais. Le trajet depuis DC avait duré un peu moins de 2 heures, la plupart sur des routes qui oubliaient progressivement qu'elles étaient des autoroutes. Brandon conduisait avec une main facile sur le volant, les yeux droits devant. Le genre de conducteur qui vérifie les rétroviseurs par habitude plutôt que par anxiété. Elora avait regardé le paysage passer du béton à la banlieue puis aux champs ouverts et avait essayé très fort de considérer cela comme de la logistique, une transaction, le voyage en voiture le moins romantique du monde. Madame Aldridge attendait à la porte d'entrée, la soixantaine peut-être, cheveux argentés attachés en chignon, l'expression d'une femme qui avait survécu à au moins 3 versions différentes de cette maison et était prête à en survivre à plusieurs autres. Elle prit le sac d'Elora avant même qu'Elora ait fini de le tendre. Brandon dit « Merci, Margaret ». Et c'était la première fois depuis qu'Elora l'avait rencontré qu'il sonnait comme une vraie personne. À l'intérieur, la maison exhalait quelque chose de vieux, de la cire pour bois et une sécheresse florale qui pouvait être du pot de pourri ou simplement des années accumulées. Et en dessous, faiblement, le fantôme du café de ce matin-là. Les plafonds étaient hauts. Les sols étaient en bois franc sombre qui craquait à un endroit précis près de la porte de la cuisine. Une petite imperfection qui semblait presque délibérée dans une maison aussi contrôlée. L'escalier montait en courbe vers la droite avec le genre d'élégance discrète qui ne s'annonce pas. Chaque rideau du couloir principal était tiré. Brandon laissa tomber ses clés sur la table de l'entrée et se tourna vers elle. « Je vais vous montrer la maison. Pas « voudriez-vous voir la maison ?» Pas même une question, juste un fait énoncé sur ce même ton mesuré. La voix d'un homme qui avait depuis longtemps cessé de faire la distinction entre les ordres et les phrases. Elle le suivit. Pièce par pièce, il la guida comme un gestionnaire immobilier. Le bureau, la cuisine qui était grande et moderne,
et donnait l'impression que personne n'y cuisinait. La salle à manger formelle avec une table pour 12 personnes qui apparemment ne venaient jamais. Il lui dit le code de l'alarme 2 fois, comme s'il s'attendait à ce qu'elle l'oublie la première fois. Madame Aldridge, les mardis et vendredis. Mot de passe du Wi-Fi sur le routeur, puis la suite d'invités. À l'autre bout du couloir de la sienne, un fait qu'il énonça sans insistance, sans excuse. Chambre séparée, dit Elora. Oui. Et les repas? Gérés. Madame Aldridge s'occupe du planning. Si vous avez des préférences, faites-lui savoir. Elle le regarda. Gérer. C'est ce que j'ai dit. Je sais, c'est juste que c'est un choix de mots très spécifique. Une pause comme une pâqueuse. Quelque chose se crispa brièvement au coin de sa mâchoire. L'arrangement fonctionne mieux avec une structure. Ce n'est pas un concept compliqué. Non, dit-elle, ce n'est vraiment pas le cas. Elle se détourna de lui et se dirigea vers la fenêtre la plus proche. Les rideaux étaient lourds, du genre occultant, le genre que l'on achète quand on a pris une décision concernant la lumière. Elle attrapa un panneau et le tira. Le soleil de l'après-midi frappa le sol en une large bande, chaude et indiscriminée, révélant le grain du bois et une fine couche de poussière sur la plainte que Madame Aldridge avait apparemment décidé de ne pas considérer comme son problème. Dehors, le jardin arrière était plus grand qu'elle ne l'avait prévu. Envahi par la végétation sur les bords où les chênes se pressaient, un chemin de pierre à moitié enfoui dans la mousse. Quelqu'un avait planté des roses le long du mur du fond une fois, et elles avaient depuis longtemps pris leur propre décision sur l'endroit où pousser. Elle garda la main sur le rideau. Derrière elle, rien. Puis la qualité particulière du silence qui signifie que quelqu'un est toujours dans la pièce. Vous les gardez tous fermés, dit-elle. Pas une accusation, presque curieuse. Le soleil décolore les tissus d'ameublement. Elle pinça les lèvres, laissa le rideau tomber à mi-hauteur, pas une concession, juste un fait, et se retourna. Il était toujours là, les bras ballants, la regardant avec cette expression qu'elle commençait à cataloguer. Pas de l'irritation, quelque chose qui vivait sur son visage depuis assez longtemps pour cesser d'être une émotion et devenir de l'architecture. Elle n'insista pas. Ce soir-là, tandis que la voix de Brendan, basse et régulière, provenait du bureau fermé, un appel qui avait été programmé avant qu'elle n'existe dans cette maison, Elora erra. Elle ouvrit les placards de la cuisine sans but précis et découvrit le dispositif à café, qui était élaboré et cher et lui prit 11 minutes et une quasi-collision avec une valve à vapeur pour le comprendre. Elle le but debout à la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin disparaître dans le genre d'obscurité qui n'existe que si loin d'une ville. Elle n'avait pas l'intention de regarder dans le tiroir. Le tiroir de la console près de l'escalier était presque fermé. Cet écart d'un demi-centimètre qui attire l'œil sans raison. Elle l'ouvrit juste pour voir. La photographie était assez vieille pour avoir cette qualité chaude et légèrement délavée des premières impressions numériques, celle des appareils photo qui utilisaient encore des cartes mémoire de la taille de timbre-poste. 2 hommes sur ce qui ressemblait à une côte rocheuse, tous deux plissant les yeux face au soleil venant de la gauche. L'un d'eux était Brendan, plus jeune, la mâchoire moins serrée, les épaules ne portant pas encore ce qu'elle les portait maintenant. Et il souriait. Pas le sourire prudent, presque un sourire, qu'elle avait déjà catalogué 2 fois, mais quelque chose de large et de naturel, le genre de sourire qui rend une personne complètement différente. Le bras de l'autre homme était autour de ses épaules. Elle resta là plus longtemps qu'elle n'aurait dû. La porte du bureau s'ouvrit et elle ferma le tiroir par instinct, se retourna vers la cuisine, versa un café parfaitement bon dans l'évier. Elle n'était pas sûre pourquoi. Le lendemain matin, en passant devant la table pour aller chercher son petit déjeuner, elle s'arrêta, ouvrit le tiroir. Bois propre, odeur de cèdre, rien. Elle resta là, 2 doigts encore accrochés au bord du tiroir, et pensa à un homme qui avait apparemment ressemblé à ça une fois, détendu et rieur, et se tenant assez près de quelqu'un pour le laisser passer un bras autour de lui, et qui avait depuis décidé de classer ça quelque part de privé. Elle referma le tiroir avec précaution, comme on referme quelque chose qui ne nous appartient pas. L'invitation arriva un mardi, posée contre la corbeille de fruits comme si elle y avait sa place. Carton épais, gaufrage doré, le genre de choses qui suppose que vous savez déjà que vous y allez.
Brendan la poussa sur le comptoir vers elle sans lever les yeux de son café. Samedi, nous partons à 6h30. Elora retourna la carte. Adresse à Georgetown, le nom du sénateur Hargrove en haut. Tenue de soirée suggérée de cette manière qui signifiait obligatoire. Et si j'ai des projets? Il la regarda alors, juste brièvement. En avez-vous? Elle n'en avait pas. Ils le savaient tous les deux. Elle reposa la carte. 6h30, dit-elle, et emporta son café de l'autre côté de la cuisine. Elle passa le samedi après-midi dans la suite d'invités, la porte fermée et son téléphone posé contre le miroir, jouant quelque chose d'assez fort pour se sentir comme un choix. La robe bleu nuit était suspendue dans sa housse à vêtements depuis DC, achetée il y a 2 ans pour un événement professionnel qui avait été annulé, portée exactement jamais. Lui allait-elle toujours aussi bien? Cela semblait être la seule chose qui allait bien. Elle descendit à 6h28. Brendan était dans le hall d'entrée, déjà en veste, faisant défiler quelque chose sur son téléphone avec l'expression concentrée d'un homme finissant une pensée. Il l'entendit dans les escaliers avant de la voir, leva les yeux. Ce qui traversa son visage dura peut-être 1 seconde, moins. Quelque chose qui n'était pas son expression habituelle, pas le vide prudent, pas la patience professionnelle, quelque chose qui passa et fut rapidement couvert, comme une fenêtre ouverte et immédiatement refermée contre le froid. Il retourna à son téléphone. « Vous avez l'air approprié, dit-il, et Lyra s'arrêta sur la dernière marche. « Pardon? »« Approprié pour l'événement. »« D'accord. » Elle prit sa pochette. « Vous aussi, vous avez l'air approprié. Très approprié, extrêmement convenable pour l'occasion. » Le coin de sa bouche bougea presque. Il mit son téléphone dans sa poche et lui tint la porte sans commentaire. Le trajet dura 40 minutes dans le trafic du samedi soir de Georgetown, la ville faisant sa vie de week-end derrière les fenêtres. Lumière de restaurant, couple sur les trottoirs, un food truck avec une file d'attente s'étendant sur un demi-pâté de maison. Elora regarda tout cela et calcula combien d'heures il faudrait avant de pouvoir justifier d'être pieds nus. Brendan conduisait avec la concentration silencieuse de quelqu'un qui avait appris à ne pas gaspiller d'énergie sur des choses qu'il ne pouvait pas accélérer. Le lieu était une maison de ville de style fédéral, dans une rue bordée d'arbres qui était là depuis plus longtemps que la ville n'était importante. Chaque fenêtre était éclairée. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de bon goût près de l'entrée, qui flottait sur le trottoir et se mélangeait à l'air froid et au gaz d'échappement d'une manière qui était encore agréable. Un valet prit de la voiture avec l'efficacité exercée de quelqu'un payé pour être invisible. Au bas des marches de l'entrée, Elora hésita juste un instant, juste la petite question logistique de savoir comment exactement 2 personnes qui avaient soigneusement maintenu leur distance pendant 2 semaines étaient censées entrer dans une pièce pleine d'observateurs politiques en tant que couple marié crédible. Brendan résolut le problème sans discussion. Il se mit à ses côtés et plaça sa main au creux de son dos alors qu'ils atteignaient la première marche. Légère, stable, sa paume chaude à travers le tissu d'une manière qui n'avait rien à voir avec la performance et tout à voir avec la physique humaine de base, ce que son système nerveux ne parvint pas à distinguer. Elle se concentra sur le quatuor à cordes. À l'intérieur, la soirée avait cette texture particulière des événements sociaux de Washington, stratifié, délibéré, tout le monde travaillant la salle avec la fluidité facile des gens qui font cela depuis leurs 20 ans. Brendan s'y déplaçait en douceur et elle le suivait. Et quelque part vers la 3e présentation, elle remarqua qu'il n'hésitait jamais avant de dire « Ma femme ». Il le disait de la même manière qu'il disait tout, d'un ton égal et sans hâte. Mais quand elle leva les yeux vers lui au milieu d'une conversation avec le général à la retraite dont la poignée de main aurait pu casser des noix, il y avait quelque chose dans sa mâchoire qui n'était pas tout à fait aussi stable que le reste de son visage. Le sénateur Hargrove se matérialisa près du bar environ 40 minutes plus tard. Grand, les cheveux argentés, la chaleur spécifique d'un homme qui avait appris il y a des décennies que le charme était une infrastructure. Il serra l'épaule de Brendan et se tourna vers Elora avec un sourire assez large pour être une arme. « Alors c'est elle, dit-il, celle qui a finalement trouvé la faille dans l'armure. » Un penchant conspirateur vers Elora. « Mariée par amour, j'entends. » Je ne pensais pas qu'il en était capable. La pause fut à peine perceptible, un resserrement d'une demi-seconde de la main de Brendan dans son dos, une pression qu'elle sentit plus qu'elle ne la remarqua. Elora sourit comme si elle avait fait ça toute sa vie.
Il le cachait bien, dit-elle. J'ai dû chercher attentivement. Hargrove rit du rire d'un homme qui trouve le monde toujours délicieux et passa à autre chose, tendant déjà la main à la personne suivante. Et Lara accepta un verre de champagne d'un plateau qui passait et en but plus que le moment ne l'exigeait techniquement. Plus tard, peut-être une heure après, la pièce plus chaude maintenant, le quatuor à son troisième set, une conversation près de la cheminée tourna mal. Un sous-secrétaire avec une légère rougeur aux joues et un grief qu'il avait apparemment gardé pour ce genre de rassemblement. Le désaccord était politique, ancien et spécifique, et n'avait rien à voir avec Elora, et clairement tout à voir avec quelque chose que Brendan n'avait pas prévu ce soir. Elle le sentit se pencher avant de l'entendre. Sa bouche près de son oreille, sa voix baissée à un niveau qui dépassait à peine l'espace entre eux. Souriez, dites quelque chose, n'importe quoi, comme si nous ne l'écoutions pas. Elle inclina son visage vers le sien, assez près pour sentir son odeur. Du cèdre sous quelque chose de plus chaud, la température de la peau, le genre de choses qui s'enregistrent avant que vous n'ayez décidé de l'enregistrer. Votre cravate est de travers depuis que nous avons quitté la maison, dit-elle doucement. Je n'ai rien dit parce que ça donne l'impression que vous l'avez desserré vous-même. C'est plus convaincant. Silence. Vraiment? Mhm. Très heureux en mariage. Le son qu'il fit était petit et involontaire. Pas tout à fait un rire, mais pas non plus pas un rire, le genre de choses qui s'échappe avant que l'éditeur interne ne puisse l'attraper. Le sous-secrétaire jeta un coup d'œil entre eux avec l'expression satisfaite de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il interrompait quelque chose, s'excusa avec un minimum de grâce et dériva vers le bar. Brendan se redressa lentement. Il laissa la cravate où elle était. Le trajet du retour fut plus silencieux que celui de l'aller. La pluie s'était transformée en quelque chose de sérieux vers 11 heures, les essuie-glaces fonctionnant régulièrement, l'autoroute presque vide. Elora avait enlevé ses talons avant d'atteindre l'autoroute, les pieds repliés sous elle sur le siège. Brendan ne fit aucun commentaire. Le chauffage fonctionnait et les fenêtres avaient cette qualité légèrement embuée d'une voiture chaude sous une pluie froide, et tout l'intérieur du VUS semblait isolé de tout ce qui se trouvait à l'extérieur d'une manière qui était, contre son gré, presque confortable. Vous êtes doué pour ça, dit-il, à peut-être 15 minutes de la maison. Elle tourna la tête vers lui, son visage dans la lueur intermittente des lumières qui passaient, la ligne droite de son nez, sa mâchoire, la façon dont il regardait la route comme si elle lui devait quelque chose. Pourquoi spécifiquement? Une pause. Il sembla y réfléchir vraiment. Lire une pièce, savoir quand bouger. Elle, Lara, resta silencieuse un moment. Dehors, la pluie frappait le pare-brise en motifs changeants. J'ai grandi dans une maison où la température changeait sans prévenir, dit-elle. On apprend à lire la météo. Il ne répondit pas tout de suite. Elle ne s'y attendait pas. Mais 1 kilomètre ou 2 plus tard, le muscle sur le côté de sa mâchoire bougea, juste une fois, comme il le faisait quand quelque chose atterrissait là où il ne s'y attendait pas, et elle regarda de nouveau la route mouillée devant elle. Moi aussi, dit-il doucement, comme si ce n'était pas destiné à être entendu autant qu'à être vrai. Aucun d'eux ne parla de nouveau jusqu'à la maison, mais le silence était différent. Pas le silence prudent et géré de deux personnes maintenant leur distance, mais quelque chose qui avait plus d'espace, plus d'air, comme une porte laissée entr'ouverte d'un pouce par accident que ni l'un ni l'autre n'avaient cherché à fermer. Le courant a été coupé à 9h14 un mercredi, et Elora connaissait l'heure exacte parce qu'elle était allongée sur le lit d'invité à ne rien faire d'utile avec son téléphone. Pas à faire défiler, pas à envoyer de SMS, juste à le tenir comme on tient quelque chose quand son cerveau a besoin d'une excuse pour ne pas s'occuper de lui-même. Et l'écran était la dernière lumière avant que la pièce ne devienne complètement sombre, et le bourdonnement mécanique silencieux de la maison se déroula en un silence qui ressembla brièvement à une respiration retenue. Elle resta immobile un instant. Puis, d'en bas, en bas la voix de Brendan, pas des mots, juste le ton. Le registre particulier d'un homme qui a localisé un problème et qui est déjà à 3 pas de le résoudre. Elle le trouva dans la cuisine, une lampe de poche serrée entre les dents, les deux mains fouillant le tiroir à outils avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui garde les choses là où elles sont censées être. Il avait déjà trouvé des bougies, 3 d'entre elles dépareillées,
le genre qui s'accumule dans une maison au fil des ans sans que personne ne les achète exprès. Il en alluma deux avec un briquet du même tiroir, en poussa une vers son bout du comptoir sans lever les yeux. Le générateur est en maintenance cette semaine. Le timing, une pause. Il retira la lampe de poche de sa bouche. Ça reviendra d'ici le matin. C'était un briefing très apaisant, dit Elora. Je me sens complètement à l'aise. Il la regarda de côté, juste une seconde, puis retourna au tiroir. Dehors, la tempête avait cessé d'être polie. Ce n'était pas la pluie contenue de Georgetown du samedi soir. C'était une météo avec une opinion sur les choses, le vent pressant contre les fenêtres avec une insistance constante, les vieux chênes dans le jardin audibles à travers les murs, un faible son de flexion, comme si la maison était mise à l'épreuve. Le chauffage s'était éteint avec tout le reste, et le froid commençait déjà sa lente occupation des pièces. La seule cheminée qui fonctionnait, il s'est avéré, était dans le salon principal. Brendan s'accroupit devant avec du petit bois et une boîte de longues allumettes, et la fit prendre en moins de 4 minutes. Ellara s'assit par terre, le dos contre la base du canapé, pas sur le canapé lui-même. S'asseoir sur un meuble semblait trop installé pour l'étrangeté de la nuit, et elle regarda le feu prendre et essaya de ne pas remarquer à quel point il était différent sans ses vêtements de travail. Henley foncé, manches retroussées jusqu'au coude, l'architecture professionnelle soignée de son apparence habituelle totalement absente. Il ressemblait juste à un homme accroupi devant un feu, le cajolant avec la patience de quelqu'un qui avait appris à être utile dans de mauvaises conditions. Il s'installa dans le fauteuil. Le feu se construisit entre eux. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla, et ce n'était pas inconfortable exactement, mais ce n'était pas rien non plus. La tempête courait le long des fenêtres. L'obscurité au-delà de la lumière du feu était complète. Pas de lueur ambiante des appareils électroniques, pas de voyants de veille sur les appareils, juste le feu et eux deux, et la maison dépouillée jusqu'à ses os. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle. Il ne leva pas les yeux du feu. « Vous allez le faire de toute façon. » Probablement. Elle avait tiré ses manches sur ses mains, la laine tendue sur ses articulations. « De quoi avez-vous réellement peur ?» La qualité du silence changea. Ses silences habituels étaient choisis, délibérés, un outil. Celui-ci était autre chose, plus lourd, comme une question atterrissant là où on ne l'attendait pas. « Ce n'est pas une petite question, dit-il. Non, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. » Elle le pensait. Elle regarda le feu et laissa l'offre en suspens sans insister. Dehors, quelque chose tomba dans le jardin, une branche d'après le son, une grosse. Et le vent remplit l'espace qu'elle avait laissé. Perdre quelque chose que je n'ai pas protégé. Sa voix était égale, mais les voix égales ne sont pas toujours faciles. Parfois, ce sont les plus difficiles, celles qui coûtent le plus à maintenir. C'est la version qui tient dans une phrase. Elora le regarda. Il regardait le feu, pas elle, la lumière se déplaçant sur son visage d'une manière qui le faisait paraître, juste brièvement, juste sous certains angles, comme le jeune homme sur la photographie, plus ouvert, moins fortifié. Il y a une version plus longue, il y a toujours une version plus longue. Une pause, puis plus bas. Je ne suis pas quelqu'un qui fait ça. Je sais. Alors pourquoi demander? Elle y réfléchit. Réfléchit vraiment, plutôt que de chercher la réponse la plus facile. Parce que vous êtes moins épuisant quand vous ne gérez pas votre image, dit-elle. Et ce soir, il n'y a personne pour qui la gérer. Quelque chose traversa son visage, pas de l'offense, plus proche du sentiment d'être lu avec précision par quelqu'un à qui vous n'aviez pas donné la permission de regarder. Il resta silencieux pendant un long moment, assez longtemps pour qu'elle classe le sujet comme clos et laisse ses yeux retourner au feu. « Mon frère, dit-il. » Elle attendit. « Daniel. » Le nom sortit différemment de tout ce qu'il avait dit, plus lourd, plus prudent, de la manière dont on porte quelque chose de fragile. Il y a 11 ans, un accident, le genre qui ne vous donne pas le temps de vous préparer, de discuter ou de réparer. J'étais à l'étranger. Le décalage horaire a fait que j'ai reçu l'appel avec 4 heures de retard, et le temps que je prenne un avion, que j'atterrisse, et... Il s'arrêta. Le feu crépita. Aucun d'eux ne bougea. Il n'y avait rien à faire quand je suis arrivé. J'étais juste en retard. Elora ne dit rien. Parfois, c'est la bonne chose à faire. Depuis, j'ai fonctionné sur l'idée que si je contrôle assez de variables,
Si je reste assez préparé, je peux empêcher les choses de... Il expira. Je sais que ça ne marche pas comme ça. Je le sais depuis un moment. Ça ne semble pas avoir d'importance. Elle le regarda fixement. La photo dans le tiroir, dit-elle. Doucement. Pas une confrontation. Sa mâchoire bougea. Oui, je suis désolé de l'avoir ouvert. Vous l'auriez fait tôt ou tard. Pas méchamment, juste franchement, comme il l'était pour la plupart des choses. Vous remarquez les choses, vous alliez toujours le remarquer. Elle ne le contredit pas car c'était vrai. Comment était-il? Quelque chose changea sur le visage de Brendan, un relâchement, à peine perceptible, comme une porte s'ouvrant d'un pouce. Bruyant, dit-il, vraiment incapable d'être dans une pièce silencieuse sans y remédier. Il aurait duré environ 48 heures dans cette maison avant de commencer à réarranger les meubles et à inviter des gens. Une pause, l'ombre de quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Il aurait détesté les rideaux. Elara sentit quelque chose céder dans sa poitrine, passe de façon spectaculaire, juste tranquillement, comme une respiration retenue qui se libère. On dirait quelqu'un que j'aurais beaucoup aimé. Brendan la regarda alors, directement, pleinement, la lumière du feu captant le noir de ses yeux, et il y avait quelque chose en eux qu'elle n'avait pas vu auparavant pendant toutes ces semaines à le regarder jouer le sang-froid. Pas de la tristesse, la chose qui vit au-delà de la tristesse, de l'autre côté, une sorte d'ouverture que le deuil creuse que vous le vouliez ou non. Ouais, dit-il à voix basse, il t'aurait aimé aussi. La tempête continua, le feu continua. À un moment donné, le froid finit par perdre, et la pièce atteignit une température qui ne demandait plus d'effort pour y rester assis. Et la conversation avait enlevé quelque chose de tendu et de chronique de l'air, et laissé quelque chose de plus lourd, mais de plus respirable à sa place. Et Lara n'avait pas prévu de s'endormir. Elle en fut consciente seulement par fragments, la lumière du feu s'adoucissant à la périphérie de sa vision, le coussin du canapé trouvant sa joue, la tempête pressant toujours contre la vitre avec son insistance patiente, et quelque part au bord de la conscience qui se dissolvait, elle enregistra le poids prudent de quelque chose se posant sur ses épaules, une couverture placée lentement, sans déranger, et la chaleur particulière de quelqu'un à proximité qui avait décidé, pour une raison quelconque, de rester. Le matin arriva, gris et calme, la tempête était finie. Le système de chauffage ronronnait de nouveau. Elle était sur le canapé, la couverture bien rentrée, une lumière pâle tombant à travers l'ouverture du rideau qu'elle avait créé sa première semaine et n'avait jamais pensé à fermer. Le fauteuil en face d'elle était vide, mais le coussin portait encore sa forme. Et sur la table d'appoint, placée avec assez de soin pour que la céramique n'ait fait aucun bruit, se trouvait une tasse de café. Elle l'enveloppa de ses deux mains, encore chaude. L'appartement de Micah se trouvait au rez-de-chaussée d'un immeuble à Charlottesville qui promettait de réparer son ascenseur depuis 8 mois. Le concierge, d'après les preuves disponibles, avait décidé que c'était un problème philosophique plutôt que pratique. Le couloir sentait toujours le déjeuner de quelqu'un et la lumière du plafond dans la cage d'escalier clignotait d'une manière qui suggérait qu'elle traversait quelque chose de personnel. Elara aimait quand même lui rendre visite. Micah avait 26 ans, 2 ans de moins, 30 centimètres de plus, et était actuellement au milieu d'une longue et peu glorieuse négociation avec une maladie auto-immune qui s'était installée dans ses articulations et parfois ses poumons avec l'arrogance d'un invité qui n'avait pas été convié et ne comprenait pas les allusions. 18 mois de cela. Les factures médicales avaient d'abord épuisé ses économies, puis les siennes, et étaient ensuite devenues, à leur manière indirecte, la raison pour laquelle elle vivait dans un manoir en pierre dans la Virginie rurale, mariée à un homme qui planifiait des repas. Elle lui rendait visite le jeudi. Elle n'en avait pas parlé à Brendan, pas délibérément caché, juste discrètement gardé. Les jeudis étaient à elle. Le trajet avec la radio remplissant la voiture, le mauvais plat à emporter qu'elle prenait en chemin, les heures sur le canapé d'occasion de Micah à regarder tout ce qu'il avait gardé pendant la semaine. C'était la seule partie de sa vie actuelle qui ne nécessitait pas de performance, de calibration minutieuse ou de toute version d'elle-même qu'elle avait inventée pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Le troisième jeudi, elle descendit à 7h45 et trouva Brendan déjà dans la cuisine, veste sur le dos, clé à la main, sa tasse de voyage sur le comptoir,
couvercle à côté, café déjà fait, pas deviné mais fait comme elle le buvait réellement, ce qui signifiait qu'il avait prêté plus d'attention qu'elle ne lui en avait accordé. Je conduis, dit-il. Elle s'arrêta. Pardon? À Charlottesville. Il hocha la tête vers la tasse. L'échangeur sur la route 29 est bouché après 8 heures. Nous devrions partir maintenant. Et Lara le dévisagea. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous suivez mon emploi du temps? Je remarque des choses. Il mit le couvercle sur la tasse et la fit glisser vers elle. Ce n'est pas la même chose. Elle voulait tracer une distinction claire entre ces deux affirmations. Elle avait un argument prêt, mais le café était chaud et le matin était froid, et il prenait déjà ses clés. Alors elle prit la tasse et le suivit dehors, et passa la plupart des 15 premières minutes sur le siège passager à construire une réponse très convaincante qu'elle garda finalement pour elle. Micah ouvrit la porte dans un sweatshirt d'université délavé, évalua la situation en environ 2 secondes et composa son visage dans la neutralité prudente d'un jeune frère qui a des opinions bien arrêtées, mais a appris à les espacer stratégiquement. « Salut !» dit-il à Elora, puis à Brandon. « Salut !»« Salut !» Brandon tendit de la main. « Brandon !» Michael la serra avec la poignée spécifique de quelqu'un qui est à la fois poli et prend une mesure. « Tu veux du café? Attention, c'est celui qui vient dans un sac rouge. » Ça ira. Ce n'était objectivement pas bien. Elora avait passé 2 semaines à faire fonctionner la machinerie dans la cuisine de Brandon, savait exactement ce qu'il gardait dans son placard. Mais il s'assit à la petite table de Micah sans un mot et but dans une tasse avec une anse ébréchée et un logo délavé, et l'absence de plainte semblait en quelque sorte plus forte qu'une plainte ne l'aurait été. Elle le regarda s'installer dans la chaise comme s'il n'avait nulle part de plus pressé où aller et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, petit, sans nom. Elle détourna le regard. La matinée se déroula comme les matinées de Micah, sans hâte, construite autour des rythmes d'un corps qui avait appris à négocier avec lui-même. Il se déplaçait prudemment entre la cuisine et le salon, mentionna que ses mains étaient pires cette semaine de la même manière qu'il mentionnait toujours des choses comme ça, glissé de côté dans une phrase sur autre chose pour que ce ne soit pas l'événement principal. Elora le remarqua. Elle le remarquait toujours. Elle regarda la façon dont il tenait sa tasse, la main forte, les 2 paumes enroulées autour de la céramique, et reconnut la compensation pour ce qu'elle était. Brandon le remarqua aussi. Elle le vit remarquer. Pas le sursaut de pitié, pas la redirection maladroite que la plupart des gens adoptent par défaut, juste une attention constante et silencieuse, le genre qui classe les choses, le genre qui planifie. Michael lui demanda, à un moment donné, avec l'efficacité brutale de quelqu'un qui avait assisté à trop de rendez-vous d'admission pour s'embarrasser de lubrification sociale, « Qu'est-ce que vous faites réellement en pratique? » Brandon n'esquiva pas avec des titres ou des niveaux d'habilitation. Évaluation des risques, principalement. J'examine les systèmes et j'essaie de trouver où ils vont échouer avant qu'ils ne le fassent. Micah absorba cela. Est-ce que ça marche? Une pause. Honnête. Parfois. Quelque chose passa entre eux après ça. Pas de la chaleur, exactement. Pas encore, mais une sorte de reconnaissance mutuelle. 2 personnes qui savaient ce que c'était de se préparer à des résultats que l'on ne pouvait pas empêcher. Micah versa le reste de la cafetière dans la tasse de Brandon, sans demander, et Brandon la prit et continua comme si c'était la chose la plus naturelle. Ils partirent juste après-midi. À la porte, Elora serra Micah plus longtemps que d'habitude. Elle le serrait toujours, mais cette fois c'était différent. Quelque chose en elle avait besoin de son poids et de sa chaleur spécifique, de sa réalité contre tout ce qui avait semblé théorique pendant des semaines. Il la serra en retour. Par-dessus son épaule, elle surprit Micah regardant Brandon avec une expression qui avait voyagé quelque part entre le café bon marché et la conversation honnête, de la suspicion à quelque chose de plus calme et de plus réfléchi. Elle n'en dit rien dans la voiture. La route 29 était exactement aussi mauvaise que Brandon l'avait prédit. Les panneaux de construction orange bloquaient la circulation sur un demi-kilomètre, et elle les regarda passer au ralenti et pensa au fait qu'il avait cartographié cela, avait noté ses jeudis, l'itinéraire, le timing, s'était levé tôt et lui avait fait du café sans qu'on le lui demande, et avait dit « Nous devrions partir maintenant », comme si Micah avait toujours été pris en compte. « Vous n'étiez pas obligé de venir, dit-elle. Je le sais. »
Alors pourquoi l'avez-vous fait? Les champs à l'extérieur étaient devenus pâles et larges. Les arbres réduits à leur structure maintenant. Octobre finissant ce qu'il avait commencé. Il conduisait et ne répondit pas tout de suite. Et elle avait appris maintenant à laisser ses silences suivre leur cours plutôt que de les remplir. C'est la raison pour laquelle vous avez signé, dit Brendan finalement. Pas une question. Une chose qu'il avait comprise et qu'il disait maintenant à voix haute pour la confirmer. Le contrat, c'est lui. Oui, je voulais voir à quoi ça ressemblait en personne. Elle se tourna pour regarder son profil, la ligne tendue de sa mâchoire, ses yeux sur la route, stable, ne donnant rien, sauf que le muscle sur le côté de sa mâchoire faisait la petite chose tendue qu'il faisait quand quelque chose avait franchi le périmètre extérieur. Et, dit-elle, il ne répondit pas. 30 secondes, peut-être une minute, la voiture ronronnant sur le tronçon vide de l'autoroute. Puis, sans un mot, il se pencha en avant et augmenta le chauffage de 2 degrés. Elle avait eu les mains rentrées sous ses cuisses depuis Charlottesville, les doigts froids, et elle ne l'avait pas mentionné, et il l'avait vu quand même. Il vous regarde comme si vous étiez la raison pour laquelle tout ira bien, dit-il, calme et prudent, même quand ce n'est probablement pas le cas. Elara se retourna vers la fenêtre, pinça les lèvres et respira à travers. Ouais, dit-elle, il l'a toujours fait. Ce soir-là, elle descendit pour trouver les lumières de la cuisine tamisées et 2 verres de vin rouge sur le comptoir. Aucune explication, aucune occasion qu'elle connaisse. Brendan se tenait à la fenêtre, le dos tourné, regardant le jardin dans le noir, les mains ballantes. Elle traversa la cuisine, prit son verre, se tint à côté de lui, pas assez près pour que ce soit une décision, juste assez près pour voir ce qu'il regardait, ce qui n'était rien, vraiment, juste le jardin et le noir et son propre reflet dans la vitre. Il ne s'écarta pas. Pendant longtemps, aucun d'eux ne dit rien du tout, et c'était le premier silence en des semaines qui ressemblait moins à une frontière qu'à une entente. Le voyage à Chicago devait durer 2 jours, et Elora avait passé la majeure partie du week-end à essayer de décider ce qu'elle en pensait. Pas le voyage lui-même, mais le fait d'être loin, ensemble, loin du manoir avec ses distances établies, ses chambres séparées, et toute l'architecture soignée qu'ils avaient construite pour garder les choses gérables. Elle y réfléchissait encore lorsque les roues touchèrent le saut à O'Hare le mardi matin. Chicago frappa immédiatement. Cette énergie particulière de la ville, large, directe, sans patience pour l'hésitation, le lac une tache grise à l'horizon alors qu'ils arrivaient au-dessus de l'eau, la ligne d'horizon s'affirmant à travers la brume de novembre. Leur hôtel était sur Michigan Avenue, un bâtiment reconverti qui avait été autre chose et portait son histoire dans les hauts plafonds du hall et les sols en marbre légèrement inégaux. Le genre d'endroit qui vous donnait l'impression d'être arrivé quelque part qui attendait d'autres personnes, plus importantes. L'enregistrement prit 4 minutes. Le problème apparut à la minute 5. Il y a eu une erreur de réservation. La femme derrière le comptoir avait le calme exercé de quelqu'un qui annonçait cette nouvelle plusieurs fois par semaine et avait fait la paix avec. Elle regarda son écran, cligna des yeux une fois. Nous avons une suite King réservée à votre nom. Une seule chambre. À côté d'elle, Elora sentit Brendan s'immobiliser de la manière particulière dont il s'immobilisait lorsqu'une situation s'écartait de son plan, et il décidait comment y faire face sans le laisser paraître. Nous avons réservé 2 chambres, dit-il. Oui, monsieur. Une migration de système la semaine dernière. Plusieurs réservations doubles ont été fusionnées automatiquement. Une pause. Je suis vraiment désolé. Nous n'avons rien d'autre de disponible avant jeudi. Brendan regarda l'écran, puis Elora. Elle le regarda en retour, gardant son visage vide. Eh bien, dit-elle. Il se retourna vers le comptoir. Nous la prendrons. La suite était au 14e étage avec des fenêtres donnant sur le lac et un coin salon séparé de la chambre par un demi-mur qui était plus un geste qu'une cloison, assez pour impliquer l'intimité sans en fournir. Le lit était énorme comme le sont parfois les lits d'hôtel, comme si la superficie était une forme d'excuse. Le canapé en cuir dans le coin salon semblait avoir été conçu par quelqu'un qui considérait dormir sur un meuble comme un échec personnel. Brendan laissa tomber son sac et regarda le canapé de la même manière qu'il regardait des choses qu'il était sur le point de gérer. « Je le prends, dit-il. C'est votre conférence, vos réunions. » Et Lara posa son sac près de la fenêtre. « Prenez le lit. J'ai dormi dans des conditions de terrain. Je survivrai à un canapé. » Ce n'est pas...
Ce n'est pas vraiment l'argument que vous pensez. Ils se tenaient de part et d'autre de la suite, se regardant. Et dehors, par la fenêtre, Chicago continuait, totalement indifférente à leurs arrangements de couchage. Nous sommes tous les deux des adultes, dit-elle. Le lit est énorme. Nous n'avons pas à en faire toute une histoire. Il resta silencieux un moment, ne refusant pas, juste recalculant. Elle pouvait presque le voir, l'ajustement en interne, l'écart entre ce que la situation exigeait et ce pourquoi il s'était construit. Très bien, dit-il, et il prit son sac et le déplaça de l'autre côté de la pièce sans un autre mot. Ces réunions s'éternisèrent. Elle s'y attendait. Elle passa l'après-midi comme elle n'en avait pas passé depuis des semaines, sans but. Elle marcha vers le sud le long de la promenade de la rivière, avec le vent du lac coupant à travers sa veste, ce froid particulier du lac Michigan qui arrive avec des opinions. Elle trouva un café sur Wabash avec des fenêtres embuées et l'odeur profonde et familière d'un endroit qui faisait exactement cela depuis des décennies. Café, vieux bois et la soupe de quelqu'un venant de la cuisine. Elle s'assit à une petite table près de la fenêtre et regarda les gens passer dehors et essaya de se souvenir de ce que c'était que d'exister quelque part sans contrat attaché. C'était, à sa légère surprise, presque normal. Le SMS de Brandon arriva à 6h47. En retard, n'attends pas pour dîner. Elle répondit, déjà géré. Le minibar est là si tu es désespéré. Une pause, puis définit désespéré. Elle le lut 2 fois. Tentes-tu de faire de l'humour en ce moment? Une pause plus longue cette fois. Je tente, oui. Elle posa son téléphone, souriant toujours, et n'y pensa pas trop non plus. Il entra à 7h20, sa veste toujours sur lui, et sa cravate desserrée, vraiment desserrée, pas le desserré calibré de Georgetown, et l'air d'un homme qui avait été en marche pendant 8 heures consécutives et fonctionnait sur les 10 derniers pourcents de ce que cela exigeait. Il se laissa tomber dans le fauteuil, passa brièvement une main sur son visage. Mauvais? Demanda-t-elle. Compliqué est-ce le mot juste. Il baissa la main, la regarda. Tu as trouvé à manger? J'ai passé devant un endroit sur la promenade de la rivière. Vraiment bon. Elle hocha la tête vers la petite table près de la fenêtre. Il y a aussi une bouteille de vin que je n'ai pas ouverte parce que ça semblait être une décision qui devait impliquer les deux. Quelque chose traversa son visage. Pas tout à fait un sourire, de te sourire, mais assez proche pour compter. Ouvre-la, dit-il. Ils finirent aux extrémités opposées du canapé du salon, la ville scintillant derrière les fenêtres et le merlot se révélant meilleur que son prix ne le suggérait. 1 heure passa, puis la majeure partie d'une autre. Le vin descendit et quelque part au milieu du 2e verre, l'énergie dans la pièce changea. Pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, juste la lente libération de 2 personnes qui avaient tenu quelque chose avec précaution pendant des semaines et manquaient de raison de continuer à le tenir. Elle lui parla de sa mère, la vraie version, pas celle qu'elle racontait aux gens, pas le récit épuré avec la fin compréhensible, mais la texture réelle, la façon dont la maison avait changé après son départ, le poids spécifique de devenir à 16 ans la personne qui s'assurait que tout continue de fonctionner parce que son père ne le pouvait pas et que quelqu'un devait le faire et qu'elle était là. Il n'offrit rien pendant qu'elle parlait. Il écouta simplement avec cette qualité d'attention totale qu'elle avait remarquée pour la première fois près du feu. Pas de téléphone, pas de regard furtif vers la fenêtre, pas de hochement de tête poli en pensant à autre chose. Juste là, présent de cette manière spécifique qui est en fait rare et qui semble, quand on la rencontre, presque surprenante. Puis il parla, pas de stratégie, pas d'histoire professionnelle. Une année en Allemagne à 28 ans, fraîchement promu, entouré de gens le traitant comme s'il était déjà arrivé à quelque chose qu'il essayait encore de comprendre comment porter. Le poids de devoir jouer la certitude avant de l'avoir acquise. Appeler Daniel tous les dimanches sur un téléphone satellite avec un délai de 2 secondes parce que Daniel avait cette capacité spécifique et irremplaçable de rendre les choses catastrophiquement pas drôles, et c'était la seule chose qui traversait de manière fiable. Tu n'as jamais mentionné cette année, dit-elle. Je n'ai jamais rien mentionné de tout ça. Simple, factuel, pas une confession, juste un compte-rendu. Elle le regarda à travers la petite géographie du canapé et y pensa.
à ce qu'il faut réellement pour dire une chose vraie à voix haute à quelqu'un pour la première fois, comment ça ne ressemble pas à un soulagement? Pas exactement, plus à une porte que vous avez ouverte et qui ne peut plus être refermée. Le vin se termina quelque part sans qu'il s'en rende compte. La ville dehors devint plus calme, passa à sa version tardive, moins de klaxons, une lumière différente. Le lac invisible maintenant, au-delà du reflet de la pièce dans la vitre. Ils se rapprochèrent sur le canapé sans qu'aucun d'eux ne prenne de décision à ce sujet, de la manière dont les choses chaudes se rapprochent les unes des autres, sans intention. Elle n'avait pas prévu de s'endormir. Cela arriva par morceaux, la chaleur, l'honnêteté, la fatigue profonde qu'elle accumulait depuis des semaines, trouvant enfin son moment. Ses yeux devinrent lourds en milieu de phrase. Sa tête pencha, trouva son épaule. Elle l'enregistra de la manière dont on enregistre les choses dans le couloir entre l'éveil et le sommeil. La chaleur solide de lui, le léger jeu du muscle, le rythme régulier de sa respiration et le fait qu'il ne bougea pas, ne fit aucun des petits ajustements polis qui auraient été si faciles, si raisonnables. Il resta juste là, une lente respiration, puis une autre. La ville continuait sa vie derrière la vitre. Elle se réveilla le matin de son côté du lit, sans aucun souvenir de la transition et avec tous les souvenirs d'avant. Brandon était déjà à la fenêtre, une tasse à la main, le lac d'un argent pâle dans la lumière matinale, le ciel du blanc particulier d'un matin de novembre dans une ville qui connaît de vrais hivers. Il l'entendit bouger et se tourna. Son visage était différent, pas la version gérée, quelque chose en dessous que l'heure matinale ne lui avait pas donné le temps d'arranger. Une expression qu'elle n'avait jamais vue en pleine lumière auparavant, juste aperçue sur les bords et rapidement couverte. Il la regarda et pendant un moment, il la regarda simplement. « Bonjour, dit-elle. « Bonjour. Un temps, il y a déjà du café. » Elle se leva, le versa et vint se tenir à côté de lui. Le lac s'étendait, plat, froid et énorme en dessous d'eux. Aucun d'eux ne parla de l'épaule. Aucun d'eux ne fit référence à la conversation, au vin, à la qualité particulière de la nuit. Mais quand elle se tourna pour le regarder, il la regardait. Pas le lac, pas une distance moyenne, mais elle directement, avec une expression qui n'avait aucun précédent dans tout ce qu'elle avait catalogué au cours des dernières semaines, comme quelque chose qu'il avait contourné pendant longtemps et que ce matin, sans le vouloir, il s'était finalement permis de voir. Il détourna le regard. Mais il y eut un délai, un temps de trop, et ils le savaient tous les deux. Elle faillit ne pas la ramasser. L'enveloppe était posée contre la marche du bas quand Elara revint de Charlottesville, assise là avec la certitude désinvolte de quelque chose qui avait été placé plutôt que livré. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, son nom sur le devant en lettres capitales, le genre qui vient d'une étiqueteuse ou d'une imprimante laser, délibéré dans son anonymat, ce qui le rendait en quelque sorte pire qu'une écriture manuscrite. Elle resta sur le chemin un moment, les clés à la main, le froid traversant sa veste. Puis elle la ramassa et l'ouvrit sur le champ. Une seule carte, 4 phrases, peut-être 5 lignes au total. Le langage était prudent de la manière dont le langage prudent l'est toujours quand quelqu'un veut faire du mal sans vous donner de quoi aller voir un avocat. Assez vague pour être niable, assez spécifique pour faire mouche. Elle lut jusqu'à la dernière ligne et la relut. Nous savons en quoi consiste l'arrangement. Nous savons ce qu'elle est pour vous. Faites attention à ce que vous vous permettez de valoriser. Elle resta là dans le froid quelques secondes de plus, puis entra. Brandon était dans son bureau, la porte entr'ouverte, quelque chose sur son écran. Elle ne dit rien. Elle entra simplement, posa la carte sur le bureau devant lui, recula et regarda. Il la lut. Elle avait passé des semaines à apprendre le vocabulaire de son visage, la tension de sa mâchoire, les changements fractionnaires autour de ses yeux, la façon dont ses épaules portaient parfois des choses que son expression ne montrait pas. Ce qu'elle voyait maintenant n'était rien de tout cela. C'était quelque chose en dessous de tout ça, immédiat et contenu et rapide, comme un courant qui court sous une glace qui semble parfaitement solide de dessus. Il la lut une deuxième fois. Où était-elle? Pas une question. Plat et égal. Elle avait remarqué cela chez lui. La voix devenait plus basse quand quelque chose n'allait vraiment pas plus forte, plus basse, comme s'il ramenait tout à l'intérieur pour faire de la place au problème. Sur les marches de l'entrée, pas de cachette de la poste,
Quelqu'un est venu sur la propriété. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regarda l'allée comme on regarde quelque chose que l'on mesure plutôt que l'on voit. Une main posée à plat sur le bord du bureau, pas un point, juste posé là, comme s'il avait besoin d'un point de contact solide. Ces 2 dernières semaines, dit-il, est-ce que quelqu'un vous a approché? Pas nécessairement suspect, juste hors de l'ordinaire. Elle y réfléchit attentivement car il méritait de l'attention. Il y avait un homme au Gala Hargrove, près du bar vers la fin de la soirée, plus âgé, costume gris. Il a demandé comment nous nous étions rencontrés. J'ai pensé qu'il était juste sociable. Qu'a-t-il demandé d'autre? Depuis combien de temps nous nous connaissions avant le mariage, si j'étais déjà venu à DC? Elle fit une pause. Je lui ai dit que nous nous étions rencontrés par des relations communes. Il n'a pas insisté. Description? Elle la lui donna. Taille, tranche d'âge, la qualité particulière de son attention qu'elle avait remarquée à l'époque puis oubliée parce que la soirée lui avait donné d'autres choses à penser. Brandon écouta comme il écoutait pendant les débriefings, imagina-t-elle, sans interruption, sans réaction, juste l'absorption constante d'informations en cours de classement. D'accord, dit-il quand elle eut fini. Elle le regarda. C'est tout? D'accord, je dois passer quelques appels. Brandon. Il se tourna, et c'était là, la chose qu'elle avait vue par fragments auparavant, à la lueur du feu, dans la voiture, dans une chambre d'hôtel dans le gris du petit matin. Mais c'était des aperçus, des révélations contrôlées, des portes brièvement ouvertes, puis presque refermées. C'était différent, plus complet. L'expression d'un homme qui venait de calculer la distance entre quelque chose de menaçant et quelque chose qui lui importait vraiment. Et le nombre était revenu plus petit qu'il ne s'y était préparé. « Je vais m'en occuper, dit-il. Je sais que vous vous en occuperez. » Elle soutint son regard. « Ce n'est pas ce que je vous demande. » Une pause. « Alors, ce que me demandez-vous? » « Je vous demande si vous allez bien en tant que personne, pas en tant que quelqu'un avec un plan. » La question alla quelque part. Elle le vit. Il ne répondit pas tout de suite, pas la pause délibérée, pas la pause pour choisir ses mots, mais le genre qui signifiait qu'il cherchait une réponse honnête dans un endroit où il ne regardait pas souvent. « Restez à l'intérieur aujourd'hui, » dit-il. « Je viendrai vous trouver quand j'aurai fini. » Elle laissa tomber. À peine. Pendant les 3 heures suivantes, la porte de son bureau resta fermée. Elle l'entendit au téléphone à 2 reprises, la voix basse et dépouillée de tout ce qui était social, tout en registre opérationnel, le genre de ton qui n'avait rien à voir avec les galas de Georgetown ou la navigation prudente des dîners. C'était quelqu'un qui activait quelque chose, qui faisait appel à quelque chose qui était en attente. Elle s'assit à la table de la cuisine avec un livre ouvert devant elle et lut le même paragraphe 4 fois sans en comprendre un mot. « Nous savons ce qu'elle est pour vous. » Elle y revenait sans cesse, le retournait, l'examinait sous différentes lumières. Ce qui la dérangeait n'était pas la menace qu'il contenait. Ce qui la dérangeait, c'était la confiance. Quiconque l'avait écrit s'était engagé sur une réponse à laquelle elle ne s'était pas encore pleinement engagée elle-même. Il sortit à 4h30, l'air de quelqu'un qui avait fait 3 heures de travail précis et désagréable, et l'avait terminé. Veste drapée sur la chaise du bureau, manches retroussées, un verre d'eau à la main qu'il but debout à l'évier de la cuisine comme s'il avait oublié sa présence un instant. « Groupe de lobbying de la défense, » dit-il en se tournant. « Ils ont un intérêt dans les contrats que j'ai signalés pour examen. C'est une habitude chez eux. Ils identifient ce que quelqu'un valorise et s'assurent que cette personne sait qu'ils l'ont identifié. » Il posa le verre. « C'est de la pression, pas une action directe. Est-ce que ça marche? » Sur les gens. Habituellement. Il la regarda fixement. Les gens qui ont quelque chose à perdre ont tendance à ajuster leurs décisions en conséquence. La lumière de la cuisine était devenue plate avec l'obscurité précoce de l'extérieur, cette compression de novembre où 4 heures ressemblent de 7 heures. Lara le regarda de l'autre côté de la pièce. « Et vous, dit-elle, avez-vous quelque chose à perdre? » Il ne répondit pas avec des mots. Il la regarda avec une expression qui avait perdu la plupart de sa gestion habituelle, directe, sans détour et honnête d'une manière qui était presque inconfortable à recevoir. Et dit « Je veux que vous soyez prudent. » Ce qui était, selon la façon dont on le lisait, soit aucune réponse du tout, soit la seule réponse qui comptait. Plus tard, depuis le couloir de l'étage,
Elle capta des bribes d'un appel plus court, 2 minutes, peut-être 3, sa voix portant le calme spécifique de quelqu'un qui confirme plutôt que de planifier quelque chose déjà en mouvement, déjà plus avancé que les conversations de l'après-midi ne le suggéraient. Elle ne lui avait pas demandé de faire plus que de le gérer. Ce qu'elle entendait ressemblait à un démantèlement. 1 heure plus tard, elle était dans la cuisine, debout au comptoir avec un thé qui avait refroidi et des pensées qui ne l'avaient pas fait quand elle l'entendit entrer. Il s'arrêta à quelques pas, la regarda. Puis il combla la distance et passa ses bras autour d'elle. Pas de préparation, pas d'approche prudente, juste la chaleur soudaine et solide de cela. Ses bras autour de ses épaules, son visage trouvant la place chaude à son col, l'odeur de cèdre et de quelque chose de plus chaud qu'elle avait depuis longtemps cessé d'attribuer à la maison et commencé à lui attribuer spécifiquement. Elle sentit son cœur battre contre elle. Il était plus rapide que sa voix ne l'avait été toute la journée, considérablement plus rapide. Elle leva les mains et s'agrippa. La cuisine devint silencieuse autour d'eux. Dehors, le vent soufflait dans les chênes. Ce son particulier, bas et continu, des feuilles qui étaient pour la plupart tombées et des branches qui ne l'étaient pas, l'obscurité pressant contre les fenêtres. Il se recula, pas complètement, juste assez pour la regarder. Une vérification brève et concentrée de la manière dont on regarde quelque chose de fragile après une quasi-collision pour voir si c'est encore intact. Ses mains restèrent sur ses épaules. Quoi qu'il cherche, quelque chose sur son visage le lui donna. Il lâcha lentement, se tourna vers le comptoir, remplit la bouilloire et la posa sur l'élément sans rien demander à ce sujet. « Asseyez-vous, dit-il doucement. Je vais vous préparer quelque chose de chaud. » Elle s'assit, le regarda se déplacer dans la cuisine avec l'aisance de quelqu'un qui, quelque part au cours des dernières semaines, avait discrètement décidé qu'il y avait sa place, et retourna une fois de plus la dernière ligne de cette carte, écrite par quelqu'un opérant sur une certitude à leur sujet, qui avait apparemment été visible de l'extérieur bien avant que l'un d'eux n'ait réussi à la voir clairement de l'intérieur. Elle le remarqua le samedi matin et passa les 3 jours suivants à faire semblant de ne pas l'avoir fait. La bouilloire sifflait. Brandon était à la table de la cuisine avec son ordinateur portable. Et quand elle entra et dit bonjour, il leva les yeux et le lui rendit. Tout cela parfaitement normal. Rien qu'elle ne puisse pointer du doigt, sauf la façon dont il retourna à son écran, avait une finalité, pas concentrée, fermée, de la manière dont une fenêtre semble de l'extérieur quand quelqu'un vient de baisser le store de l'intérieur. Elle se tint au comptoir avec son café et repassa la semaine précédente en cherchant ce qu'elle avait manqué. Elle le trouva dans l'accumulation de petites choses, le mètre de distance supplémentaire quand ils se croisaient dans le couloir, si subtil qu'elle l'aurait rejeté isolément, les repas qui avaient recommencé à se produire légèrement en décalé, la cuisine vide au moment où elle descendait ou elle partit au moment où il apparaissait, la façon dont il avait cessé de dériver dans la pièce où elle se trouvait déjà, ce qu'elle n'avait même pas consciemment enregistré comme une habitude jusqu'à ce que cela cesse. Le mardi, elle avait cessé de chercher des explications alternatives. Il se retirait prudemment, systématiquement, avec la même patience méthodique qu'il apportait à tout ce qu'il ne voulait pas que l'on remarque. Elle lui donna 3 jours de plus. Elle était douée pour ça, pour identifier quelque chose puis se convaincre qu'elle n'en était pas certaine, pour accorder le bénéfice du doute au-delà du point où le doute méritait encore un bénéfice. Vieille compétence, pas une bonne mais fiable. Le jeudi arriva et Micah avait un rendez-vous à la clinique. Alors elle sauta le trajet, ce qui laissa la journée longue et sans structure d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Elle prépara le déjeuner, fixa des emails, enfila son manteau et marcha dans le jardin pendant 20 minutes jusqu'à ce que le froid devienne moins atmosphérique et plus agressif, et elle rentra dans une maison vide, grande et très, très silencieuse. Les clés de Brandon heurtèrent la table de l'entrée à 6h30. Elle l'entendit monter directement, entendit la porte du bureau se fermer. Elle s'assit dans la cuisine, regarda le mur et lui donna 1 heure, ce qui était plus qu'elle ne lui devait, et elle le savait. Le couloir devant son bureau était sombre, la lumière sous la porte fine et stable. Elle resta là un instant, pas incertaine, juste en train de finir la pensée qu'elle avait commencée en bas, puis elle frappa une fois et ouvrit la porte avant qu'il ne réponde, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant,
ce qui était, à sa manière, la première chose qu'elle lui avait dite de toute la semaine. Il était au bureau, lampe allumée, veste sur la chaise, des papiers devant lui desquels il avait levé les yeux. Et il y avait le visage qu'elle reconnaissait du premier jour où elle était entrée dans son bureau de DC, le neutre professionnel, le vide prudent et géré qu'il lui avait fallu des semaines pour percer et dont elle avait apparemment eu tort de penser qu'elle avait vu le dernier. J'ai un appel dans 10 minutes, dit-il. Alors je n'en utiliserai pas plus de 5. Elle entra et ferma la porte derrière elle. Ne s'assit pas. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille, Brendan. Et Laura. Ne fais pas ça. Pas fort. Elle avait décidé dans les escaliers que ce n'était pas ce dont la situation avait besoin. Ne fais pas le truc où tu rends ça administratif. Je t'ai vu le faire à d'autres, à des conversations difficiles, à tout ce qui s'approche de trop près de quelque chose de réel. Je te le dis maintenant, ça ne marchera pas ici. Il soutint son regard de l'autre côté du bureau. La lampe était derrière lui et à gauche, projetant une ombre sur la moitié de son visage, et pendant un long moment, il resta juste assis là avec ce qu'il était en train de trier. La menace de la semaine dernière, dit-il finalement. Je me suis occupé de la source, mais ça ne résout pas le problème. Les gens ont identifié que tu comptes. Il se reprit sur le mot, passa outre. Que tu es une variable qu'ils peuvent utiliser. Je ne peux pas protéger complètement contre ça juste en retirant d'un acteur. Alors, ta réponse est de rendre ça moins vrai? Ma réponse est de réduire l'exposition. En faisant de moi une étrangère à nouveau, quelque chose se crispa dans sa mâchoire. Pas l'attention qu'elle avait appris à lire comme du contrôle, quelque chose de différent. Quelque chose qui n'aimait pas ce qu'elle venait de dire parce que c'était exact. Ce n'est pas ce que je... si ça l'est. Elle garda sa voix égale. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de passer tout ce temps à devenir quelqu'un que j'ai réellement, et puis de lire une note menaçante et de décider que la chose censée à faire est de disparaître à nouveau derrière le mur. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Le mot qu'elle avait failli dire flottait dans la pièce entre eux. Il se leva, contourna lentement le bureau, s'arrêta à plusieurs mètres d'elle, les mains ballantes, et la lampe éclairant maintenant davantage son visage. Elle pouvait mieux le lire d'ici. Ce n'était pas le neutre. C'était quelque chose qui avait essayé d'être le neutre et n'y parvenait pas tout à fait. Les gens t'utiliseront, dit-il là. Pas peut-être, ils le feront. Et plus je te laisse, il s'arrêta de nouveau. La mâchoire se contracta brièvement. Un argument interne dont elle n'obtenait qu'un côté. Plus c'est visible, plus il y a de risques pour toi spécifiquement. Pas pour moi, pour toi. Je comprends ça. Tu le comprends comme un concept. Je le comprends. Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'avait prévu. Je ne te demande pas d'ignorer le risque. Je te demande d'arrêter de le résoudre en prétendant que les 2 derniers mois n'ont pas eu lieu. Elle fit d'un pas vers lui, ne comblant pas complètement la distance, juste assez pour faire du recul un choix conscient de sa part. Parce que si tu redeviens la version de toi-même de cette première rencontre, toute structure, contrat et rien de géré avec soin, tu ne me protèges pas. Tu te protèges juste de devoir ressentir ce que c'est réellement. La pièce content la vérité de cela pendant un moment. Il la regarda fixement et elle vit quelque chose se produire en lui qu'elle avait appris à reconnaître. L'architecture interne d'une décision en cours de tête, le poids distribué et redistribué, une structure découvrant si elle tiendrait. Il devenait clair qu'elle ne tiendrait pas. Il fit un pas vers elle. Puis, après une pause qui avait la qualité particulière d'une personne qui saute de quelque chose, un autre. Il s'arrêta assez près pour qu'elle puisse voir son expression, sans interprétation, non gérée, non résolue, ne jouant rien pour personne. Sa main se leva et ses doigts s'écartèrent entre une mèche de cheveux de son visage, prudent, délibéré, le genre de contact qui ne prétend pas être désinvolte. « Je n'ai pas de cadre pour ça, » dit-il très doucement. « Quoi que ce soit réellement, je fonctionne sans depuis des semaines et je ne suis pas quelqu'un qui fait ça. Je sais, ça ne te dérange pas qu'aucun de nous ne sache ce que nous faisons? » Elle y réfléchit honnêtement. « Un peu, dit-elle, mais tu sais ce qui me dérange plus? Te regarder décider que l'incertitude n'en vaut pas la peine. » Elle leva les yeux vers lui. « C'est ça qui me fait vraiment peur. » Quelque chose changea sur son visage, pas soudainement,
plutôt comme quelque chose qui se met enfin en place après une longue période dans la mauvaise position. Une libération, calme et complète. Il se pencha lentement en avant, le front presque contre le sien, la chaleur de lui immédiate et proche, son souffle régulier et prêt. Elle ne bougea ni vers lui ni en arrière, resta juste là, laissa être ce que c'était, le laissa être là où il était arrivé. Quand il l'embrassa, il n'y avait rien d'hésitant, pas de test, pas d'approche incrémentale prudente, la délibération de quelqu'un qui avait pris une vraie décision. Pas le genre que l'on reconsidère, pas le genre dont on garde une sortie et qui la suivait jusqu'au bout. Elle l'embrassa en retour de la même manière. Dehors, les chaînes bougeaient dans le noir. Le vieux radiateur faisait son travail. La lampe dans le coin jetait sa petite lumière stable sur deux personnes qui avaient passé des semaines à construire des distances prudentes, et puis, pièce par pièce, sans jamais vraiment l'admettre, avaient passé des semaines à les démanteler tout aussi prudemment jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien entre eux. La résolution arriva un vendredi et elle aura le su avant de le voir. Elle avait passé 3 jours à lire la forme de la situation, les départs matinaux, les retours tardifs, les appels qu'il prenait dehors dans le froid, le dos tourné à la fenêtre de la cuisine et la main libre dans sa poche. La qualité particulière de son silence pendant ces jours était différente de son silence ordinaire, plus tendu, plus dirigé, comme quelque chose qui est comprimé avant d'être libéré. Il ne lui avait pas dit ce qu'il faisait. Elle n'avait pas demandé. Mais mercredi soir, il était rentré tard et l'avait trouvée à la table de la cuisine avec un livre dont elle lisait la même page depuis 40 minutes, et il s'était arrêté dans l'embrasure de la porte et l'avait regardée avec une expression qui portait plus que ce qu'il laissait habituellement paraître. Ce sera fini d'ici la fin de la semaine, avait-il dit, sans y être invité, juste offert, de la manière dont on offre quelque chose que l'on sait que quelqu'un mérite, même s'il ne l'a pas demandé. Elle avait hoché la tête. Il était monté. Ils en étaient restés là tous les deux. Vendredi matin, elle se rendit à Charlottesville. Micah traversait une meilleure période, pas une bonne semaine, juste moins de mauvaise, ce qu'il décrivait avec la satisfaction spécifique de quelqu'un qui a passé assez de temps dans de mauvaises semaines pour comprendre ce que moins mauvais signifie réellement. Ses mains avaient été plus faciles. Il avait dormi correctement 2 fois. Elle fit des œufs et ils s'assirent sur son canapé à regarder quelque chose auquel aucun d'eux ne prêtait vraiment attention. Et quand elle partit, il la serra dans ses bras à la porte et dit « Tu as l'air différente. » Et elle dit « Vraiment ?» Et il la regarda simplement de la manière dont les petits frères vous regardent quand ils en savent plus qu'ils ne le disent. Elle rentra chez elle avec la radio remplissant la voiture, le chauffage en marche et les fenêtres s'embuant sur les bords, et quelque chose dans sa poitrine qui ressemblait exactement à la pause avant que quelque chose ne bascule. La maison était vide quand elle revint, pas seulement inoccupée, la qualité spécifique de vide que le manoir avait quand Brendan n'était nulle part à l'intérieur, une pression atmosphérique différente, une immobilité qui n'avait d'autre source que son absence. Elle avait appris à sentir la différence sans regarder. Elle fit du thé, se tint à la fenêtre de la cuisine, ne le but pas. Dehors, novembre avait terminé son travail sur le jardin. Plus rien de coloré maintenant, juste des branches nues contre un ciel qui était devenu du blanc plat particulier de la fin d'après-midi, le mur de pierre au bord de la propriété, les cannes de rosier courant latéralement le long de la clôture dans la direction qu'elles avaient décidé de prendre. Le jardin avait l'air honnête d'une manière qu'il n'avait pas quand il était en fleurs, dépouillé de toutes les parties décoratives. La porte d'entrée s'ouvrit à 5h47. Elle connaissait le son maintenant, le déclic spécifique de ce loquet, la légère résistance qu'il avait par temps froid. Ses clés sur la table de l'entrée, puis une pause, plus longue que la pause pour accrocher un manteau. Ses pas dans le couloir venaient à son rythme habituel, sans hâte, mais quelque chose dans leur rythme était différent, et elle se tourna alors qu'il était encore à plusieurs mètres d'elle, parce qu'elle avait appris à le lire en approche avant de pouvoir le lire sur son visage. Il avait l'air de quelqu'un qui avait porté un poids en altitude pendant 3 jours et venait de redescendre. Il tenait un document, plié une fois, plusieurs pages. Elle reconnut le papier avant de savoir ce que c'était, le poids et le blanc spécifique, le même papier que le contrat qu'elle avait signé dans son bureau en octobre. À l'époque où Washington, D.C. était une ville où elle était arrivée 6 heures plus tôt,
et où il était un homme derrière un bureau qui ne se levait pas pour la saluer. Elle regarda du document à son visage. « C'est résolu, dit-il. Le groupe derrière la menace, ils ont été renvoyés à un organe de surveillance du Congrès. Il s'avère que 3 autres personnes avaient déjà monté un dossier contre eux, depuis plus longtemps que je ne le savais. Ça avance maintenant sans aucune implication de ma part. Un souffle. C'est fait. D'accord, dit-elle. Il y a autre chose. Il posa le document sur le comptoir entre eux, l'aplatit, cette pression habituelle de sa paume sur le papier, quelque chose qu'elle l'avait vu faire 100 fois sans l'enregistrer jusqu'à maintenant, puis la regarda directement. Le contrat, dit-il. Le mot traversa sa poitrine d'une manière qu'elle n'essaya pas d'analyser. Qu'est-ce qu'il y a avec? J'ai fait rédiger les documents de résiliation cette semaine. Le package de sortie complet, la clause de dissolution exécutée, propre et complet, exactement comme le spécifiait l'accord initial. Il soutint son regard. Je l'ai fait parce que j'ai dit qu'il y aurait une porte de sortie en octobre et je le pensais. Je sais que tu le pensais. Je le pense toujours. Sa mâchoire bougea légèrement. Ça n'a pas changé. Elle attendit, parce que la façon dont il se tenait, cette qualité particulière de retenue, le stylo qu'il venait de poser sur le document sans tout à fait le lâcher encore, rendait très clair que la chose qu'il était réellement venu dire ici n'avait pas encore été dite. Il regarda le stylo, puis le posa correctement, et s'en écarta légèrement comme pour mettre de la distance entre lui et l'option facile. « Je ne peux pas le signer, dit-il. Puis, avant qu'elle ne puisse répondre, « Je sais ce que je dis, je ne... Ce n'est pas moi qui essaye de te garder là où tu ne veux pas être. Je connais la différence entre une situation et un choix. » Il fit une pause. La maison était très calme autour d'eux. Ce qui a commencé dans ce bureau comme un arrangement a cessé d'être un arrangement il y a un moment pour moi. Je ne sais pas exactement quand, je sais que c'est arrivé. Il la regarda. Et je ne peux pas signer ces papiers parce que les signats signifient que rien de tout cela ne continue, et je me trouve à ne pas vouloir que cela ne continue pas. La cuisine contint cela pendant un moment. « Qu'est-ce que c'est, ceci? » dit-elle. Calme, délibéré, sans pousser, juste refusant de laisser cela rester abstrait quand ce n'était pas nécessaire. Il resta silencieux assez longtemps pour qu'elle se demande si elle avait mal calculé. Puis, être dans la même maison que toi. Sa voix était tombée à un ton prudent et sans défense. Les jeudis à Charlottesville, la dispute sur les rideaux, que pour mémoire, tu as gagné. Le coin de sa bouche bougea, pas tout à fait un sourire, le précurseur immédiat d'un. Avoir quelqu'un dans la pièce qui remarque des choses que j'ai cessé de voir sur moi-même. Quelque chose dans sa poitrine se détendit. Le bon genre de détente, celui qui signifie que quelque chose qui était tenu trop serré a été autorisé à se relâcher. C'est une réponse très spécifique, dit-elle. J'ai eu 3 jours de très longs trajets en voiture pour y travailler. Elle le regarda à travers les quelques mètres de cuisine entre eux. La fatigue encore sur son visage, le document sur le comptoir, le stylo à côté. Aucune performance dans tout cela. Juste un homme qui avait passé 3 mois à construire des murs et 3 jours à décider ce qu'il voulait réellement de l'autre côté, debout dans sa cuisine un vendredi soir, en lui disant la vérité. Elle se dirigea vers le comptoir, prit le stylo. Il devint très immobile. Elle retourna le document. La page de dos était vierge, d'un blanc propre, rien dessus, pas de ligne, pas de case, pas de champ désigné pour quoi que ce soit. Elle écrivit son nom au milieu, juste ça. Son écriture sans hâte, dans l'espace qui n'appartenait à aucune clause, aucun terme et aucune obligation. Pas une signature, une déclaration. Elle posa le stylo et recula. Il le regarda, son nom sur la page blanche, la manière particulière dont elle l'avait placé, au centre, délibéré, entièrement volontaire. Quelque chose traversa son expression, qu'elle sentit plus qu'elle ne le catalogua. Il leva les yeux. La distance entre eux, le carrelage de la cuisine, quelques mètres, tous les mois prudents, se ferma avant qu'elle n'ait fini d'enregistrer qu'elle se fermait. Ses mains trouvèrent son visage avec une certitude qui n'avait rien de provisoire, les 2 paumes chaudes contre sa mâchoire, et il la regarda de la manière dont il l'avait regardée près de la fenêtre de Chicago, comme quelque chose qu'il avait orbité pendant longtemps et avait simplement finalement décidé d'arrêter d'orbiter. « J'aurais dû dire ça plus tôt, dit-il. Bah, tu n'étais pas prête plus tôt. »
Non, il ne le contredit pas. Ni toi. Non, dit-elle. Ni moi. Il l'embrassa de la manière que toute l'accumulation lente des 3 derniers mois méritait, sans performance, sans calcul, sans aucune architecture d'arrangement d'en dessous. Juste eux deux dans une cuisine en Virginie un soir de novembre, le jardin sombre derrière la fenêtre, le document sur le comptoir avec son nom au dos, et ses mains toujours chaudes sur son visage. Quand il se recula, elle ne s'éloigna pas beaucoup, le front contre sa mâchoire, les yeux fermés, l'odeur de lui et la chaleur de lui, et le calme particulier d'une maison qui avait finalement cessé de donner l'impression d'attendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dit-elle. Ses bras étaient autour d'elle. Elle sentit le son qu'il fit avant de l'entendre, quelque chose de bas et de calme, la libération involontaire d'un homme qui s'était maintenu à une certaine tension pendant si longtemps que lâcher prise était presque drôle. Je ne sais vraiment pas, dit-il, et elle le crut complètement. Et c'était, sans aucun doute, la chose la plus pleine d'espoir qu'il ait dite depuis octobre. Personne n'avait prédit la neige. Eliara se réveilla avec une lumière qui était mauvaise d'une manière qu'elle ne put nommer un instant, trop blanche, trop diffuse, pressant à travers l'ouverture du rideau, avec une uniformité qui n'appartenait à aucun matin qu'elle reconnaissait. Elle resta immobile et écouta. La maison était devenue plus silencieuse que d'habitude, ce qui était beaucoup dire pour une maison qui traitait le silence comme une bête, une qualité différente, plus lourde, le silence particulier qui ne se produit que lorsque le monde extérieur a mis quelque chose de doux entre lui et chaque surface qu'il touche. Elle se leva et tira le rideau. Le jardin était blanc, un pouce, peut-être un peu plus, posé sur tout avec une impartialité complète, le mur de pierre, le chemin de mousse, les cannes de rosier qu'elle avait depuis longtemps renoncé à essayer de rediriger, tout cela aplati dans la même palette simple, blanc et gris, et les lignes sombres nues des chênes au loin se tenant là comme s'ils attendaient. Elle resta là plus longtemps qu'elle ne le voulait. Les bruits venaient d'en bas dans une séquence qu'elle connaissait maintenant, la porte du placard de la cuisine, le tiroir spécifique où vivait le café, la bouilloire heurtant sa base. Elle trouva son pull sur la chaise et descendit. Il était à la fenêtre. 2 tasses déjà sur le comptoir sans qu'on le lui demande, ce qui avait cessé de la surprendre vers la 5e semaine. Il lui tournait le dos, mais se retourna quand elle entra, pas surpris, juste conscient, comme il l'était toujours des mouvements dans la maison. Et l'expression sur son visage était de la version sans hâte, celle qui était devenue plus fréquente dernièrement, celle qui ne semblait rien lui coûter. « Tu l'as vu, dit-elle. Il y a 1 heure. » Je n'arrivais pas à dormir. Elle prit sa tasse et se tint à côté de lui. Le jardin en bas gardait son immobilité. De la neige dans la fourche de chaque branche, de la neige le long du haut du mur de pierre en une ligne blanche uniforme, tout le jardin apaisé en quelque chose qui ressemblait moins au jardin, qu'elle avait vu passer du vert au brun pendant 2 mois, et plus à une ébauche simplifiée, juste les formes. Ils restèrent comme ça un moment, aucun d'eux ne comblant le silence. « Je pensais à quelque chose, dit-il finalement. La neige. Avant la neige. » Il tourna sa tasse dans ses mains, la lente rotation qu'elle avait cataloguée comme un indice, la chose qu'il faisait quand il tournait autour de quelque chose qu'il n'avait pas encore fini d'arranger en mots. Le contrat expire dans 4 mois. Elle attendit. Je pensais à ce que je veux que cela signifie. Et il resta silencieux un moment. Pas l'ancien genre de silence, le genre fortifié, délibéré qui gardait les choses à une distance gérée. C'était différent. Le silence de quelqu'un qui sait ce qu'il veut dire et décide de la part de lui-même à mettre derrière. « Je veux que ça ne signifie rien, dit-il. La date d'expiration, la clause de dissolution, tout ça. Je veux que ce qui se passe réellement ici ait cessé d'appartenir à ce document il y a un moment. » Il la regarda, ce que je pense être le cas. Elara garda les 2 mains autour de sa tasse. Dehors, la neige reposait sur tout, avec la patience particulière des choses qui n'ont pas besoin de se justifier. « Tu aurais pu commencer par ça, dit-elle. Je travaille sur le fait de commencer par les choses. »« Tu le fais, en fait. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Tu es considérablement moins terrible à ça qu'en octobre. » La barre était basse. Assez basse, oui. Le coin de sa bouche bougea. Elle avait passé 3 mois à cataloguer ce presque sourire, la façon dont il arrivait, la façon dont il restait ou non,
les choses spécifiques qui le produisaient, et quelque part en cours de route, elle avait cessé de cataloguer et avait commencé à l'attendre de la manière dont on attend quelque chose qui est devenu une partie du rythme d'une journée. Il posa sa tasse et se tourna vers elle. Pas de préambule, juste le changement de poids qui signifiait qu'il était arrivé quelque part et avait fini d'approcher. Je ne veux pas renégocier, dit-il. Je ne veux pas de nouvelles conditions ou d'un document révisé ou de toute version de ceci qui vit à l'intérieur d'un cadre juridique. Je veux... Il s'arrêta, essaya de nouveau. Je veux juste choisir ça sans infrastructure parce que je le veux. Elle le regarda un moment. Ça de la part de l'homme qui a décrit le petit déjeuner comme étant géré. Oui. Et qui m'a dit que j'avais l'air approprié? Je sais, dit avec l'acceptation plate de quelqu'un qui a fait la paix avec une juste accusation. C'était, oui, je sais. Qu'est-ce qui a changé? Dit-elle, pas sarcastiquement. Elle voulait vraiment savoir. Elle voulait savoir depuis des semaines. Il y réfléchit de la manière dont il avait commencé à le faire, en s'asseyant réellement avec une question au lieu de produire la réponse la plus proche disponible. La première semaine, dit-il sous, les rideaux. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre, à celui qu'elle avait tiré à moitié le jour de son arrivée, et qu'aucun d'eux n'avait fermé depuis. Je les avais tirés depuis si longtemps que j'avais vraiment cessé de les remarquer. Tu es allé les ouvrir comme si c'était juste la chose évidente à faire. Une pause. J'y ai probablement pensé plus que de raison. Quelque chose s'installa dans sa poitrine, lent et chaud. Brendan, je sais que ce n'est pas... Je ne pars pas. Elle le dit simplement, en regardant son visage, en regardant les mots trouver la place qu'ils étaient censés trouver. Je n'ai pas prévu de partir. Tu t'es juste préparé à ça depuis octobre. Le silence qui suivit fut bref et honnête. Vieille habitude, dit-il là. Je sais. Je suis conscient que ce n'est pas... Je sais que tu y travailles. Elle le regarda fixement. Je t'ai regardé y travailler. Dehors, une poche de neige se détacha d'une des branches de chêne et tomba sans un bruit. Le jardin l'absorba sans changer. Elle regarda son visage et il la laissa faire, ce qui semblait encore être quelque chose. Brendan Cole se laissant regarder sans gestion, sans le neutre exercé, juste debout dans sa cuisine un dimanche avec de la neige sur le sol et rien d'arrangé entre lui et ses yeux. Elle posa sa tasse à côté de la sienne. Puis elle leva la main et posa sa paume contre sa mâchoire. Juste ça, sa main, encore chaude de la céramique, contre le côté de son visage. Il s'immobilisa de la manière particulière dont il s'immobilisait quand quelque chose le touchait auquel il ne s'était pas préparé. Puis, progressivement, la tension chronique dans ses épaules fit quelque chose qu'elle ne l'avait vu faire qu'une poignée de fois. Elle se relâcha. Il leva la main et couvrit la sienne. « Je n'ai pas préparé de discours, dit-il bas. J'y ai pensé, j'ai décidé de ne pas le faire. Bonne décision. Je sais que je te cherche quand tu n'es pas dans la pièce. » Il le dit comme s'il lisait quelque chose d'interne qu'il gardait pour lui depuis un moment. Que mes opinions sur tes trajets du jeudi n'ont plus rien à voir avec la circulation. Que cette maison sonne différemment quand tu es dedans par rapport à quand tu n'y es pas. Et je le remarque à chaque fois et pendant longtemps, je me suis dit que c'était juste de l'ajustement, de la familiarité, quelque chose avec une explication rationnelle. Son pouce bougea légèrement contre le dos de sa main. Ce n'était pas le cas. Elle le regarda. « Et je t'aime, dit-il, juste comme ça. Ton égal, comme s'il disait enfin quelque chose qu'il portait dans une poche depuis des mois et avait décidé que le poids n'en valait plus la peine. Ce que je sais depuis un moment, je me préparais à le dire à voix haute parce qu'apparemment, je traite l'honnêteté émotionnelle comme je traite l'évaluation des menaces. Beaucoup de préparation, déploiement retardé. Le son qui sortit d'elle était presque un rire. Ses yeux faisaient quelque chose qu'elle n'essaya pas d'arrêter. « Ça, dit-elle, c'est vraiment la chose la plus Brendan Cole qu'on m'ait jamais dite. J'en suis conscient. C'était exactement juste, dit-elle, pas comme un réconfort, comme un fait. » Elle l'embrassa là, les deux mains sur son visage maintenant, le café refroidissant oublié sur le comptoir, la neige tombant tranquillement dehors sans eux. Et cela n'avait rien en commun avec les galas de Georgetown ou les performances calculées ou la gestion prudente des apparences. Pas de public, pas de contrat, juste eux deux dans la maison qu'ils avaient passé 3 mois à apprendre à partager un dimanche de décembre, avec le jardin blanc derrière la fenêtre et rien de joué dans tout cela. Quand elle se recula,
Il ne s'éloigna pas beaucoup. Le front contre le sien, les mains à sa taille, la lente chaleur de lui et l'odeur de cèdre et la qualité particulière d'un silence qui avait enfin complètement cessé d'être défendu. Alors, dit-il, alors, jour 500, pas de contrat, pas d'arrangement, rien sur papier. À quoi ça ressemble? Elle considéra la question contre son visage, de si près, les rides au coin de ses yeux qu'elle n'avait pas choisi de mémoriser, mais l'avait fait quand même, la mâchoire qu'elle pouvait maintenant lire comme on lit la météo. Comme aujourd'hui, dit-elle. Café à la fenêtre, une dispute sur quelque chose qui semblera important et ne le sera pas. Elle fit une pause. Tu laisseras tes clés à 2 endroits différents. Probablement. Ça me rendra toujours folle. Presque certainement. Et les rideaux restent ouverts. Quelque chose traversa son expression, le relâchement qu'elle avait vu pour la première fois à la lueur du feu en octobre, celui qui était apparu plus complètement, plus souvent à mesure qu'ils avançaient. Il s'installa maintenant en quelque chose qui ressemblait indubitablement à de l'aisance sur lui. Les rideaux restent ouverts, dit-il. Dehors, la neige continuait de tomber de la manière douce et sans hâte de la neige qui n'a nulle part où aller. Les chaînes se tenaient fermes dedans. Le mur de pierre devint blanc, puis plus blanc. Les cannes de rosier collectaient leurs petites lignes régulières le long de chaque surface qui les retenait. À l'intérieur, 2 personnes qui s'étaient rencontrées en octobre autour d'un document conçu pour les maintenir à une distance prudente se tenaient à une fenêtre de cuisine en décembre avec du café froid et le genre de calme qui n'a besoin de rien de plus. Rien entre eux, rien du tout. Elle avait été forcée d'épouser un homme qui ne croyait pas en l'amour, seulement en l'ordre, le contrôle et la sécurité de la distance. Mais l'amour, il s'avère, n'attend pas la permission. Il s'installe tranquillement, comme la lumière à travers un rideau que quelqu'un a finalement pensé à ouvrir. Brendan n'est pas tombé. Il a choisi lentement, obstinément, un moment honnête à la fois. Et cela en a fait de la chose la plus permanente que l'un ou l'autre ait jamais signée. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous pensez que cela en valait vraiment la peine, cliquez sur le bouton « Ça en vaut la peine » et faites un don. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de proposer des récits qui touchent l'âme. Dites-nous dans les commentaires d'où nous écoutez-vous dans le monde.